Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Le député européen Dominique Riquet invite les entreprises des Hauts-de-France à engager dès maintenant leur relance verte. Alors, l'Europe peut-elle les aider? Il est mon invité. Et puis, quelles opportunités de développement local autour du canal Seine-Nord-Europe? Les auteurs d'une étude portée par l'agence d'urbanisme de Lille nous donnent des pistes concrètes. Et puis, à quelques jours de la réouverture des restos, une start-up lilloise développe un service de digitalisation des menus. Et elle a déjà séduit plus de 50 établissements. Bienvenue, c'est Eco & Co. Bonjour Dominique Riquet, merci d'être avec nous depuis votre bureau à Bruxelles, au Parlement européen. Alors on va parler avec vous de relance, on va parler de plus d'Europe dans notre vie quotidienne. Inévitablement, je vous poserai une question sur le canal Seine-Nord-Europe. Si on a le temps, on parlera aussi des effets du Brexit. Mais tout de suite, j'ai été intrigué par un post que vous avez diffusé sur les réseaux sociaux la semaine dernière et qu'on va voir à l'écran. On le lit tous ensemble. C'était dans le cadre de la Semaine européenne des CCI. Et vous dites « Entreprises, faites entendre votre voix. Profitons de la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui aura lieu le premier semestre 2022 pour échanger ensemble maintenant, dès maintenant, sur votre relance verte. » Que peut proposer l'Europe aux entreprises des Hauts-de-France pour accompagner leur relance verte? L'Europe peut proposer deux choses. Elle peut proposer des crédits, d'abord de l'argent, parce que c'est un problème d'investissement, puis elle peut proposer une amélioration et des incitations dans ces cadres réglementaires, c'est-à-dire, vous le savez, l'Europe va vers, dans son Green Deal, un monde qui soit plus environnemental, qui soit plus climatique, respectueux, et donc elle va apporter un certain nombre de choses, et à ce titre-là, il y a un moment critique, la présidence française, qui est à partir du 1er janvier de l'année prochaine, un moment où les entreprises françaises auront effectivement une place en quelque sorte au premier rang de la collectivité européenne pour se faire entendre et profiter de ces opportunités. Alors, précisons les choses, parce qu'effectivement, c'est la colonne vertébrale de l'action européenne, ce Green Deal, 1 000 milliards d'euros sur 10 années. Comment ces crédits peuvent percoler au mieux dans nos territoires? Je pose la question autrement. Une entreprise qui organise sa transition, le changement de son modèle, à quelle porte doit-elle frapper à Bruxelles pour être accompagnée? La première porte à laquelle elle frappe, elle n'est pas à Bruxelles, elle est à Paris et en région. C'est le plan de relance. Un plan de relance qui est financé par l'Europe à hauteur de 40%, 40 milliards, un petit peu plus de 40 milliards pour la France, et qui, lui, directement s'implante dans les régions. Ce sont des dossiers qui sont traités en France avec l'argent européen. Et puis après, il y a tous les mécanismes habituels, notamment des fonds européens en région, des fonds FEDER, des fonds FEAMP, enfin tout ce qui est ces sigles qui sont barbares, mais pour lesquels il y a à la fois une dotation habituelle, une surdotation dans le cadre de la relance, et puis après il y aura des fonds spécifiques pour le verdissement. Donc il y a 3 niveaux qui sont européens. L'Europe intervient au niveau français en abondant le plan de relance national. Elle intervient au niveau des fonds européens régionaux qui seront réabondés beaucoup plus que dans le plan précédent, avec ce qu'on appelle le dispositif REACT-EU, et troisièmement, les dispositifs spéciaux de verdissement. Donc, il y a beaucoup de moyens supplémentaires qui sont donnés aux régions et aux entreprises en région, à la fois pour revenir de la crise, si je puis dire, et puis aller vers un monde plus environnemental. Alors un monde plus environnemental, une économie plus durable, c'est le credo de l'Europe, mais il y a la vraie vie aussi, avec des entreprises qui souffrent. Croyez-vous aux capacités rapides de retournement? Je pense aux TPE, aux PME, qui, elles, serrent les fesses pour sortir de la crise. Oui, alors, je pense que d'abord, il faut souligner le formidable courage et la résilience des entrepreneurs, parce que
On était quand même confronté à quelque chose de terrible et d'inédit. En fait, la situation est extrêmement difficile, mais très différente en fonction des secteurs. Voilà que bonne partie des secteurs industriels et de production ont réussi à tenir le coup, même s'il y a effectivement des acteurs qui sont en difficulté, alors que dans les services, et notamment dans les services à la population, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un niveau post-critique qui est absolument plein, mais c'est au contraire des secteurs qui sont très différents, un paysage qui est bouleversé de manière différente. Je pense qu'on doit intervenir de manière spécifique, aller le plus là où c'est le plus nécessaire. Je pense que l'Europe doit être présente, et elle est présente pour la sortie de crise, qui là n'est pas un problème de restructuration politique dans des politiques environnementales, mais aussi après aider que cette crise nous fasse finalement sauter une étape vers un monde plus vert et plus digital. Alors il y a effectivement une difficulté de résister à la crise et aussi une opportunité d'en profiter pour faire un bond en avant. Et là, l'Europe doit être présente. Elle est aussi présente, je le dis parce que ce n'est pas très connu, avec une révision du pacte de stabilité, comme vous le savez, qui est un pacte de contraintes budgétaires pour les États membres et qui a été desserré à hauteur de 250 milliards, avec notamment les politiques de la BCE. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plus de 1000 milliards européens qui sont sur la table pour aider les entreprises à surmonter la crise. Alors, on va parler maintenant du canal Seine-Nord-Europe. Vous êtes l'un de ceux qui a porté le dossier à bout de bras au niveau européen. Et ça y est, maintenant, le coup part, on l'espère tous. Bientôt, les premiers coups de pioche. On commence à embaucher, à voir l'aménagement, les plateformes logistiques, etc. Je voudrais avoir votre avis sur ce que l'on fera de ce canal Seine-Nord-Europe. Parce que c'est une infrastructure, mais bon, une infrastructure, ça reste un outil. Ce qui compte, c'est d'abord l'évolution des moyens de transport, le report modal. Et là, ce sont les territoires qui vont être engagés sur ce sujet, à plusieurs niveaux. Une région, les intercos, le transfrontalier. Alors, quelle maïeutique doit-on mettre en place pour tirer le meilleur de cet outil qui peut produire du développement économique ? Qui va produire du développement économique. Ça dépend de nous. Qui va d'abord déjà en produire, parce que le chantier lui-même sera un vecteur d'emploi, de travail et de prospérité. Au-delà de ça, effectivement, moi je ne veux pas seulement parler du canal, mais en fait du réseau Seine-Nord-Europe. Et finalement, c'est un élément fondamental, mais d'un réseau fluvial plus vaste. Moi, je vous donnerai un chiffre, qui est que chez nos voisins néerlandais et belges, le trafic fluvial, c'est 35% à 40% du trafic des marchandises. Chez nous, 6% en France. Donc vous voyez le potentiel qu'il y a, à la fois sur le plan environnemental, à faire du transfert modal vers un mode de transport qui est beaucoup moins nocif pour l'environnement, puis décharger nos routes et nos autoroutes de ces centaines de milliers de poids lourds. Deuxièmement, c'est aussi un élément effectivement de compétitivité pour l'ensemble de nos acteurs économiques, et notamment l'industrie. On sait que c'est important, notamment pour le bâtiment. Il ne faut pas oublier que c'est un système qui marche dans les deux sens, nord-sud, sud-nord, et qui nous rouvre aussi, non seulement sur le nord, mais qui va nous rouvrir aussi sur l'Île-de-France et sur l'axe Seine. Et puis je crois aussi que c'est le lieu d'implanter, et on y travaille beaucoup, des plateformes multimodales qui sont des zones d'activité. On voit ce qui se passe, par exemple, dans le Cambrésis à Marquion, mais ça sera aussi le cas à Nesle, ça sera le cas aussi à Compiègne, avec des pôles, des môles d'emploi, non seulement logistiques, mais industriels très importants. Donc ça va devenir effectivement quelque chose qui sera plus important encore peut-être que la liaison ferroviaire à grande vitesse. Vous n'imaginez pas le Nord sans la liaison à grande vitesse ferroviaire, sans les autoroutes, et pourtant vous l'imaginez sans le fluvial. Ben, le fluvial, ça sera comme l'autoroute, ça sera comme le TGV, et ça sera aussi important. Oui, et puis viendra se pluguer aussi un autre grand projet européen que sont ces corridors transversaux est-ouest ferroviaires. Donc vous nous dites
qu'on a une chance avec le canal Seine-Nord-Europe de pouvoir réindustrialiser et notre territoire en a besoin. Une dernière question rapidement sur le Brexit, Brexit 2, avec le sujet de la pêche et ces pêcheurs qui ont du mal à obtenir leur permis pour aller sur les pêcher dans les eaux britanniques. Les choses vont se décoincer selon vous, parce que c'est tendu là actuellement. Alors d'abord, il faut souligner que c'est absolument scandaleux, parce que c'est tout simple. En fait, les Britanniques ne respectent pas leur signature et les engagements dans le traité. La deuxième chose, c'est que je pense que les licences, puisque c'est un problème essentiel, seront obtenues. Nous sommes d'ailleurs tout à fait prêts, et je soutiens le point de vue à mettre en place des mesures de rétention immédiates et ne les lever que lorsque, effectivement, les licences seront obtenues, et toutes obtenues, notamment pour les bateaux de moins de 12 mètres. Puis la dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi un plan. Évidemment, je sais bien que les pêcheurs, leur métier, c'est de pêcher, c'est pas de pêcher les subventions, c'est de pêcher les poissons. Mais il y a un plan de 100 millions d'euros qui est à disposition pour compenser les dégâts immédiats. Vous savez, malheureusement, le Brexit est compliqué parce qu'apparemment, les Anglais ne se sentent pas toujours liés par leur signature. Donc, sur la pêche, nous serons extrêmement intransigeants. On compensera en termes de subventions en attendant, faute de mieux, mais nous obtiendrons justice pour nos pêcheurs. Merci beaucoup Dominique Riquet, une parole toujours précieuse. Bon, on va rester sur ces sujets d'ailleurs, puisqu'on va continuer à parler de l'impact territorial du canal Seine-Nord-Europe. L'agence d'urbanisme de la métropole européenne de Lille, avec la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC, travaille sur le canal Seine-Nord-Europe et notamment sur une vision à plusieurs échelles. Quel impact en termes de création de valeur à l'échelle de l'Europe du Nord-Ouest, mais aussi jusqu'au territoire traversé par le canal et notamment la zone transfrontalière. Alors vous allez écouter dans l'ordre Thierry Barre de l'ADU et puis Édouard Dequecker, qui est directeur académique du management général villes et territoires, c'est sérieux, de l'ESSEC. Parmi les sujets qui ont été traités, il y a évidemment le sujet du travail, de l'emploi. Et sur ce sujet, il y a de nombreuses initiatives qui sont déjà menées de coopération entre acteurs de terrain de part et d'autre de la frontière. Mais sur la voie d'eau, en fait, le nombre de coopérations structurées à ce stade est assez limité. Donc l'un des enjeux, c'est bien de développer ces coopérations de façon à coordonner non seulement les travaux, mais aussi les perspectives, les enjeux, l'intérêt de part et d'autre de la frontière sur la réalisation du canal Seine-Nord et ses conséquences. Vous nous dites qu'aujourd'hui les coopérations sont assez limitées et pourtant ce canal Seine-Nord s'arrime à la partie orientale du réseau Seine-Escaut, au cœur du territoire belge. Et donc la question qui nous intéresse, et je la pose à Édouard Dequecker, c'est de voir comment... quelle ligne ce grand chantier peut faire bouger Thierry Barre cite l'emploi, il y en a certainement d'autres. Donc quels sont les terrains sur lesquels doivent s'imposer d'intenses coopérations? Il y a évidemment un chantier d'emploi, de développement économique, donc notamment tous les secteurs agro-industriels qui aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'implantations en bord à voie d'eau dans le territoire des Hauts-de-France, mais qui utilisent assez peu encore la voie d'eau dans leur système productif. Il y a toute une réflexion à mener pour essayer finalement d'amener les acteurs économiques à davantage utiliser ce dense réseau de voies d'eau. Il y a des chantiers en matière d'aménagement en bord à voie d'eau, donc de valorisation finalement urbaine, paysagère, de développement de modes doux, d'itinéraires cyclables et pédestres. Il y a tout un ensemble de sujets. Thierry l'a évoqué, l'un des grands sujets majeurs, c'est évidemment le report modal de ces flux qui arrivent, les flux intercontinentaux qui arrivent donc par essentiellement les grands ports d'Europe du Nord que sont Anvers ou Rotterdam, et qui ensuite vont sur la route ou sur la voie d'eau, et qui, quand ils arrivent sur la voie d'eau pour desservir notamment la région parisienne, repassent sur la route à la frontière.
Donc c'est pour passer sur la route en France. Et donc évidemment, on a des infrastructures routières et autoroutières donc, sur cet axe nord-sud qui sont complètement saturées. Et Thierry le disait, ça pose aussi des questions environnementales et des questions de pollution, congestion et même de santé publique pour les territoires. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de sujets qu'on a dans cette étude, essayer de remettre sur la table collectivement pour impulser justement une coopération dès maintenant et faire comprendre aux territoires surtout, je terminerai là-dessus, que le sujet du canal Seine-Nord, ce n'est pas les 107 km de la réalisation de l'infrastructure, mais bien l'ensemble du système de voies d'eau, et c'est pas 2028, c'est maintenant. C'est comment est-ce que dès maintenant, on se coordonne pour se retourner vers la voie d'eau et, si vous voulez, générer de la demande sur cette voie d'eau dès maintenant. C'est comme ça que la réalisation du canal à horizon 2028 va produire les effets les plus bénéfiques pour les territoires. Alors, encore une question à Thierry Barre. On va zoomer sur la zone frontière, 30 km de part et d'autre de la frontière. Donc, on comprend bien dans les propos d'Édouard de Kecker, et on le sait bien, c'est une bataille majeure pour la région, qu'il y aura des perspectives économiques importantes et logistiques également. Mais quand on zoome sur la zone frontière, à quelles conditions, selon vous, pourra se mettre en place un façonnage concerté d'un nouvel écosystème industriel bord à voie d'eau? Il faut que les Belges et les Français se parlent. À quelles conditions ce sera cohérent? C'est une excellente question. Comme on dit, je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Mais en tout cas, comme vous le dites, Jean-Michel, il faut commencer par se parler vraiment. Et structurer aussi un peu cette parole. C'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'il y a très peu de coopération structurée. On commence à se connaître, mais encore insuffisamment. On ne connaît pas forcément le jeu différent des acteurs, les compétences, les responsabilités, le qui fait quoi. En Flandre n'est pas forcément le même qu'en Wallonie et sûrement pas qu'en France. Et là, la première condition pour moi c'est celle-là. La deuxième, c'est de reconnaître ensemble qu'on a des intérêts communs et bien sûr, on est en compétition, mais aussi on devrait être en coopération. C'est le fameux concept anglo-saxon de competition, coopétition, qui dit qu'on mélange la coopération et la concurrence. Et quand on entend les gens du port d'Anvers parler avec le port de Rotterdam alors que c'est leur principal concurrent, on comprend bien que ce concept, il est passé en Belgique, en tout cas chez les grands opérateurs. Il faut vraiment qu'on ait cette même vision des choses, c'est-à-dire on a des intérêts communs si on regarde à la grande échelle, à l'échelle mondiale évidemment, mais même à l'échelle européenne, même si on a évidemment aussi des concurrences locales. Et puis, dernier point, il faut qu'on connaisse les logiques à l'œuvre, à la fois les logiques économiques, mais aussi les logiques d'aménagement du territoire. Et pour donner un exemple, donc la Flandre va s'acheminer très vite maintenant vers le principe de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'artificialisation de terrain naturel ou agricole en Flandre. C'est aussi une perspective peut-être un tout petit peu moins rapide, mais c'est aussi la perspective dans laquelle se place les Hauts-de-France. C'est pas à ce stade la perspective dans laquelle se place la Wallonie. Donc il va falloir aussi avoir des coordinations entre les trois régions sur leur politique d'aménagement du territoire. C'est bientôt le retour dans les restaurants et vous allez flash coder. Bienvenue Clément Mazzoni. Vous êtes cofondateur de Makio. Explication de texte, Makio. Alors Makio, ça vient de l'indonésien et ça veut dire let's go eat. Donc vas-y, on va manger. Et puis on aimait bien le yo qui est un peu universel. Donc voilà, on est parti là-dessus. Alors, déjà, plus de 50 restaurateurs et également des cafés vous font confiance et utilisent votre système de digitalisation des menus et de commandes. C'est votre offre, c'est une innovation.
Et ça va certainement cartonner là, à la rouverture des restaurants. Comment ça marche? Alors c'est très simple. Vous avez un QR code que vous avez là, qui est apposé sur la table, en vitrine. On peut aussi le proposer sur des petits morceaux de bois. Vous scannez et vous avez un menu digital complet qui s'affiche avec photos, descriptifs et surtout notre plus-value, c'est vraiment la possibilité de commander et de payer directement depuis son smartphone. Alors là, on me propose un foie gras poêlé à 12,90 €, des huîtres, rillettes de canard, une salade César, une galette saucisse. J'adore les galettes saucisses. Bon, c'est intéressant. Donc l'avantage pour votre client, le restaurateur, c'est du zéro papier, c'est du zéro manipulation. Voilà, zéro papier, on évite d'imprimer tout le temps les menus. En un clic, on peut changer le menu, soit même en cours de service, c'est-à-dire j'ai plus de tiramisu, eh bien en un clic, je l'enlève, le client d'après ne sait même pas qu'il y avait du tiramisu, donc il n'est pas frustré de ne pas pouvoir commander son tiramisu. Et surtout, on gagne du temps, parce que les gens commandent plus vite, paye plus vite aussi, puisqu'on peut payer, donc, plutôt que de lever la main pour réclamer l'addition. Ah, je peux payer avec l'appli? Je peux payer avec l'appli. D'accord. Lever la main pour réclamer le TPE, éventuellement se lever après pour demander une fiche, etc. On a estimé qu'on gagnait 10 à 15 minutes par table, du coup des tables qui tournent plus rapidement. Et chez nos premiers clients, entre les deux confinements, on a constaté très concrètement une hausse du chiffre d'affaires de 15 à 20%, parce que les gens commandent plus, les tables tournent plus rapidement. Et voilà, et c'est 100% efficace, 100% sécurisé. Donc il y a un engagement de performance et de productivité pour vos clients. Vous êtes incubé à Euratechnologies. Donc là, vous avez déjà une bonne cinquantaine de clients. Le modèle, c'est quoi? Un abonnement Alors, on est un SaaS avec abonnement. On est sans engagement parce qu'on ne veut pas que les restaurateurs s'engagent sur la durée. On sait qu'ils ont connu des périodes difficiles. Donc, un abonnement qui va de 19 € à 109 € en fonction des options. D'accord. Et voilà, et sans engagement. Donc, ça ne plaît pas ou on ne l'utilise pas, ben, on coupe et il n'y a pas de frais d'engagé, quoi. Plus 15 à 20% de chiffre d'affaires, c'est intéressant. Alors ça, c'est pour les cafés-restaurants. Bon, je suppose que là, vous y allez à fond on recommence en prospection. On a pas mal de clients. On vient de signer une péniche, là, parce que ça peut marcher aussi sur une péniche, par exemple. Et on va recruter 2 commerciaux là, la semaine prochaine pour vraiment accélérer. L'idée, c'est d'aller assez vite, d'être numéro 1 à Lille très rapidement, de se développer en France aussi. Et on a ouvert un bureau déjà en Espagne, à Barcelone, où on a déjà une dizaine de clients, avec un city manager qui est sur place et qui vend aussi notre solution là. Donc la crise sanitaire... avec des grosses guillemets. Donne ses heures de gloire au QR code, quoi. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous en profitez. Alors, le champ est très large. Vous pouvez aller ailleurs que dans les bars-restaurants. Quelles sont les possibilités? Ouais, le projet, là, on développe par exemple avec une fromagerie un peu différent. C'est-à-dire vous commandez vos fromages, 4-5 fromages. Le fromager vous explique d'où ils viennent, avec quoi on peut les manger. Le soir, vous arrivez chez vous devant vos amis. Vous avez oublié la moitié ou les 3/4, et bien là, avec un QR code dédié, en le scannant, on peut avoir le détail que des produits qu'on a commandés, avec l'origine, le fabricant, l'artisan qui a fabriqué le fromage, etc. Et on peut se la péter pendant le dîner avec les amis. On peut aussi, du coup, se faire un petit panier ou de favoris, ou commander pour la prochaine fois, partager à ses invités, etc. C'est ça, on travaille aussi sur les stades de foot ou autres. Alors, donc là, c'est quoi? C'est l'idée, c'est le spectateur. Vous êtes tous déjà allés dans un stade, en général, à la mi-temps, c'est la ruée autour des bars, il y a une énorme queue, etc. Là, on pourrait commander en regardant le match via le QR code sur son ticket, par exemple. Et on a juste à arriver à la mi-temps, retirer son produit, en fait. Et donc, pareil, on gagne du temps et il y a plus de commandes pour le gérant du salon. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est les ressorts de l'innovation. Vous êtes jeune, entrepreneur. Comment on formule une idée innovante comme celle-là? Alors, on a réfléchi avant la crise sanitaire. On est 3 associés. Moi-même, Samuel, qui est restaurateur à Lille, qui a des restos et des food trucks, et Greg, qui est plutôt sur la partie digital marketing à l'international. On a réfléchi à ça à 3 et avec un restaurateur qui s'appelle Florent Laden, qui est bien connu dans la région, avec cette idée, donc avant la crise sanitaire, plus vraiment de limiter l'impression des menus et surtout de permettre aux serveurs d'avoir plus de temps optimisé auprès du client. L'idée, c'est pas de supprimer les serveurs. C'est vraiment qu'ils aient du temps au contact du client pour expliquer l'origine des produits, conseiller sur les vins, faire un peu de vente additionnelle aussi, très clairement, et qu'ils ne soient pas là juste à déposer des menus, encaisser. C'est là où ça prend le plus de temps et ce n'est pas des tâches à forte valeur ajoutée finalement. Je retiens dans ce que vous dites qu'un processus innovant, comme on dit,
doit toujours se faire avec la focale du client final. Vous venez bien de l'expliquer. Hein. On peut inventer des tas de trucs, mais si ça ne sert à rien, et on en voit beaucoup au concours Lépine, bon, on ne va pas loin. Mais là, on veut vraiment travailler avec les restaurateurs et les accompagner sur la digitalisation de ce secteur qui est un peu en retard, faut se le dire, dans ce domaine. Et on réfléchit déjà à d'autres options, à la traduction des menus, à des QR codes personnalisés, à la gestion des stocks. On réfléchit aussi sur l'intelligence artificielle. Très concrètement, connaître les habitudes des clients en fonction de leur type de clientèle, en fonction de l'horaire, en fonction du jour, des commandes, etc. On pourra sur notre menu mettre en avant certains types de produits en fonction de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, en fonction des stocks aussi. On réfléchit là-dessus. Bon, vous penserez à Clément quand vous retournerez dans les restaurants et que vous pourrez flasher le menu, payer en ligne. C'est un produit intéressant. Dernière question, vous êtes incubé sur une période de 12 mois à Euratechnologies à Lille. 18 mois. Oui. Et alors après, il se passe quoi? Après, l'idée, c'est de décoller, de toucher des investisseurs, des fonds d'investissement pour avoir les moyens de grossir plus vite, notamment sur la partie commerciale, et pouvoir se déployer un peu partout en France et à l'étranger. D'accord. Donc, pour l'instant, on fonctionne en fonds propres. On a un prêt bancaire aussi qui est appuyé par Noractif. On travaille aussi avec les BPI et l'idée, c'est vraiment à terme d'avoir des investisseurs qui nous accompagnent financièrement, mais aussi, on est des jeunes entrepreneurs, c'est notre première start-up, d'avoir aussi un aspect conseil, expérience, pas juste des fonds pour des fonds, quoi. Bonne chance. Merci. Et je vais vous commander une pression à consommer avec modération, à 4 €. Et ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des infos économiques, vous me les envoyez à cette adresse et je vous retrouve la semaine prochaine. Eco & Co avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.